Le titre de cette vidéo fait référence à une volonté d'étaler notre individualité, nos croyances, nos idéaux, notre culture et notre langue, en rêvant d'un système politique, un genre de nouvel ordre mondial, qui laisserait passer plus facilement l'électricité ou disons le courant entre l'ensemble des citoyens de la planète, comme le font les électrolytes, des minéraux conducteurs d'électricité, qu'on ajoute dans des breuvages comme le Emergen-C, vanté dans des publicités en 2013. Sauf qu'ici, je traite d'une société d'imbéciles ou encore d'une idiocratie. La principale raison pour laquelle j'en arrive là est la campagne électorale du Québec de 2014. Elle se résume à un mépris du changement, comme si le Québec était plus que jamais lié au Canada et à sa constitution qui ne donne aucun droit au peuple, sans avoir la capacité de mesurer les risques et les conséquences pour son avenir. Rien de très assurant pour le Québec, puisque dès sa fondation en 1867, le Canada s'en est pris à des groupes minoritaires qui revendiquaient des changements. Ainsi, le premier des premiers ministres du Canada, John Alexander Macdonald, a décidé d'envoyer l'armée pour répondre au soulèvement de métis de la Rivière-Rouge dirigé par Louis Riel. Des gens qui voyaient leur territoire et droits charcutés par le Canada. Le premier ministre Robert Lord Borden, de son côté, a envoyé l'armée le 1er avril 1918 pour sévir contre des manifestants du Québec qui s'opposaient à la conscription, provoquant ainsi le décès de 4 manifestants et des blessures chez 70 autres. Il y a aussi William Lyon Mackenzie King, qui est en fin de compte, je crois, le premier ministre le plus adulé par le Canada anglais selon des sondages qui datent d'environ 5 ans. Bon, ce dernier s'est opposé à l'immigration de Juifs qui fuyaient le régime de Adolf Hitler, un homme que Mackenzie admirait. Bon, je pourrais continuer à étaler des exemples jusqu'à l'actuel premier ministre Stephen Harper, mais le manque de temps m'oblige à traiter cette fois des États-Unis. Je vais peut-être en surprendre quelques-uns, mais contrairement au Canada, ce pays est né d'un désir de changement. Pour y arriver, les armées anglaises sont repoussées par les patriotes indépendantistes, d'où émergent les pères fondateurs des États-Unis. Je pense ici à Benjamin Franklin, un imprimeur, éditeur, écrivain, naturaliste et inventeur, et aussi Thomas Jefferson, un philosophe, agronome, inventeur, architecte et un des rédacteurs d'une partie de la Déclaration d'indépendance signée le 4 juillet 1776. Bon, on connaît l'histoire, par la suite se forge une constitution qui donne des droits aux Américains. Revenons au Canada. Cette sécession inspire la création des Patriotes du Bas-Canada où se retrouvent Louis-Joseph Papineau et François-Marie Thomas de Lorimier. Je vous les présente. Papineau est un avocat qui fut président de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada durant 22 ans. Le chef du parti patriote est celui qui permit aux Juifs de tenir des registres civils dans le pays et d'accéder aux fonctions publiques, une loi qui fut un précédent dans l'histoire de l'Empire britannique. Mais encore, il s'oppose aux réformes constitutionnelles britanniques. Donc, le monsieur en question n'est vraiment pas un loyaliste, rien à voir avec les politiciens canadiens qui nous encerclent. Pour ce qui est de Lorimier, il est un des chefs des Patriotes, celui qui condamne vivement les politiques arbitraires et despotiques de l'Angleterre. Malheureusement, la volonté de changement semble déjà bannie avant même la création du Canada. Ainsi, pendant qu'aux États-Unis, les patriotes et indépendantistes sont devenus des héros nationaux, plus au nord, la tête à Papineau fut mise à prix, le forçant à s'exiler aux États-Unis et en France, alors que Delormier
fut pendu dans la prison du Pied-de-Courant de Montréal le 15 février 1839. Bon, c'est le passé. Revenons à notre époque. En 2014, alors qu'il est impensable qu'un Américain puisse critiquer les patriotes de la Révolution d'indépendance, au Canada, parler de liberté et d'indépendance indispose de nombreux politiciens. Une impression que rien n'a changé depuis 1867, que des politiciens sont toujours en poste pour protéger le fédéralisme canadien en s'opposant à toute forme de changement et de revendication. Une impression que nos Denis Coderre, Thomas Mulcair, Stephen Harper, Justin Trudeau, Philippe Couillard et François Legault, pour ne nommer que ces gens, auraient lutté contre les patriotes américains du XVIIIe siècle afin de protéger les intérêts de l'Empire britannique. Je peux accepter l'idée que le confort du statu quo puisse se préserver par la peur congénitale du changement, à la condition que nous puissions méditer sur les effets à long terme du refus de tout ce qui ne cadre pas avec les intérêts loyalistes. En fait, je n'invente rien en affirmant que le refus congénital du changement s'accorde avec une fermeture d'esprit qui nous mène vers une société de tarés qui s'indispose de la présence de gens qui font résistance au courant qui doit traverser d'un citoyen à l'autre pour alimenter le nationalisme canadien autour d'une unicité, d'une union, si vous aimez mieux. Mais encore, lorsque nous observons ces gens, il est difficile d'associer leur réaction à une société équilibrée. Au contraire, j'ai plus l'impression que le fédéralisme canadien me fait franchir des étapes qui me mènent vers une idiocratie. Pour le souligner, un nombre impressionnant de gens qui méprisent les défenseurs de la Charte des valeurs, de la langue française, de la tenue d'un référendum, ou encore qui ont un peu de problème avec un milliardaire de droite qui se prononce pour la souveraineté du Québec en levant le poing, alors que généralement, ils le font pour défendre le Canada. En fait, c'est les mêmes personnes qui, malheureusement, disparaissent, s'évaporent, lorsqu'il est question de corruption, ou encore d'un type tel Richard Henry Bain qui commet une tentative de meurtre contre la première ministre Pauline Marois au nom de son refus de changement, ou plus précisément d'un idéal politique et linguistique qui transformerait le Québec en un super électrolyte canadien. Tout ça pour enfin découvrir que le candidat idéal au poste de premier ministre du Québec serait celui qui réussit à dénigrer le sens des mots, à transformer la charte des valeurs québécoises en une lutte contre la liberté, les référendums à de la chicane et à des divisions, les journalistes d'enquête à des fauteurs de troubles. Car refuser le changement, c'est aussi accepter de le transformer en un acte négatif. Revenons aux électrolytes. Ils sont omniprésents dans le Brando, un breuvage que nous retrouvons dans le film Idiocratie de Mike Judge, qui nous présente une société d'idiots en l'an 2507. Cette fois, il allait agir. Pour la dernière fois, je vous répète qu'irriguer les sols avec du Brando, ça détruit les récoltes. Mais les plantes ont besoin de Brando, c'est plein d'électrolytes. Attends une minute. Ce que t'es en train de dire, c'est que tu aimerais qu'on mette de la flotte sur toutes les semences. Tout à fait. De l'eau? Comme dans les toilettes? Non, elle ne doit pas obligatoirement venir des toilettes, mais oui, c'est ça l'idée. Mais Brando, il n'y a pas mieux pour les récoltes. C'est plein d'électrolytes. D'accord, écoutez. Les plantes ne poussent pas. Alors je suis certain que le problème vient de Brando. Je ne suis pas botaniste, mais ce que je sais, c'est que si vous mettez de l'eau sur une plante, elle va pousser. Bah moi j'ai jamais vu aucune plante pousser dans les toilettes. Eh, c'est drôle, t'es sûr que c'est pas toi le plus intelligent du monde? Ouais. Une seconde, vous voulez résoudre ce problème et je veux la grâce présidentielle. Alors pourquoi on n'essayerait pas avec de l'eau et oublier de quoi les plantes ont besoin? Les plantes ont besoin de Brando, c'est évident. Ils sont débiles. Ouais, c'est plein d'électrolytes. C'est quoi les électrolytes? Vous le savez ou non? C'est le produit avec lequel on fait du Brando. Oui, mais pourquoi ils utilisent ça pour faire du Brando? Parce que Brando est plein d'électrolytes.
Nous avons tous la liberté d'interchanger les mots Brando et électrolyte avec Canada et fédéralisme. Pourquoi le Canada? Ben, parce qu'il contient du fédéralisme. Mais c'est quoi du fédéralisme? Ben, c'est ce que nous retrouvons dans le Canada. Nous pouvons même le faire en imaginant que les personnages du film seraient des politiciens connus, bien en vue, bien placés, bien positionnés. Bien sûr, on a aussi la liberté de nous désaltérer avec du Brando, voire arroser nos plantes avec ce breuvage plein d'électrolytes. Personne ne va critiquer notre savoir-faire ou encore se désoler de la mort de nos plants de tomates. On nous dira simplement qu'on peut acheter des tomates dans un marché, car l'important est de faire rouler l'économie sans questionner notre gestion de la vie. On est libre de tout faire, pourvu qu'on consomme. Par contre, dès le moment où nous refusons de donner de l'eau à celui qui veut calmer sa soif ou arroser son potager, nous devenons des idiots. Pour moi, l'eau symbolise la vérité, le droit de s'abreuver à la source du savoir. Non seulement j'ai l'impression que la campagne électorale de 2014 m'a refusé ce droit, mais elle l'a fait principalement au nom de l'argent, en oubliant le reste, dont cette promotion évidente d'un capitalisme extrême qui repose sur un contrôle des ressources pour le mieux-être de seigneurs qui rêvent d'une société d'esclaves terrorisés. Faire peur aux esclaves. N'est-ce pas ce que traduit le discours des fédéralistes qui s'opposent au changement depuis trop longtemps? Est-ce qu'on doit se surprendre? La peur permet au capitalisme actuel de créer des monopoles pour diminuer les coûts et enrichir les actionnaires. Un chemin en or pour privatiser des services et des biens en nous cachant cette vérité. L'économie prend la population en otage dès qu'elle est assurée que ces bêtises ne seront pas sanctionnées par l'État complice. Pour conséquence, j'ai la vive impression qu'en 2014, nous en sommes à l'étape de la fabrication de contenants étanches pour entreposer du Brando et des propagandes. Ce contenant, c'est vous et moi. En 2014, serons-nous privés d'eau au nom de l'économie? Brando, le flingueur de soif, avait fini par remplacer l'eau dans pratiquement tous les domaines. L'eau, l'élément fondamental de toute forme de vie, était devenue une menace pour les marges de profit de Brando. La solution fut trouvée pendant la crise budgétaire de 2330, lorsque Brando racheta tout bonnement le ministère de l'Agriculture et celui de la Communication, ce qui leur permit de contrôler l'alimentation de la population du producteur au consommateur. Joe n'était pas conscient de cet état de fait, mais il repéra un problème qu'il allait sans doute pouvoir résoudre.